Eh bien, Jean-Baptiste Djebari, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'accueillir le French Débat dans votre bureau au ministère des Transports afin de découvrir la vie quotidienne d'un ministre de la République. Dans quelques minutes, nous partirons aussi avec vous en visite pour découvrir le ministère, mais tout d'abord, nous allons revenir sur votre parcours ainsi que sur l'actualité politique qui est très chargée en ce moment. Donc Jean-Baptiste Djebari, jusqu'en 2017, vous étiez cadre supérieur dans l'aéronautique avant d'être élu député de la 2e circonscription de la Haute-Vienne. Comme beaucoup de nombreux élus macronistes, il s'agissait de votre premier mandat. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en politique derrière Emmanuel Macron ? Alors d'abord, moi, ça m'a toujours intéressé. Je suis famille nombreuse, on est 4 enfants. On a toujours eu beaucoup de discussions politiques dans la famille. On avait une grand-mère qui était toujours d'ailleurs, que je vois demain d'ailleurs à l'image, qui était très intéressée et très engagée à l'époque au Parti Socialiste dans les années 70. Et donc du coup, j'imagine qu'on a toujours regardé le monde politique avec beaucoup d'intérêt. Et en 2015, donc moi avant d'être cadre dans l'aviation, j'ai été pilote. Et en 2015, j'ai voulu monter un projet de ligne aérienne régionale. Et j'ai fini par rencontrer, au gré comme ça des opportunités, Emmanuel Macron qui arrivait au ministère de l'économie à l'époque. Et c'est comme ça que finalement j'ai rencontré un peu la politique, j'ai suivi ce que lui faisait. Et en 2017, il recherchait des candidats pour les législatives. Et donc, voilà, j'ai postulé, j'ai échangé avec eux. Et la Haute-Vienne, c'est la terre familiale. Donc l'histoire a commencé un peu comme ça, mais j'avoue que c'est un peu le fruit à la fois d'un intérêt et aussi des opportunités avec ce qui s'est passé en 2017, qui a été quand même un grand bouleversement dans la vie politique. On aura l'occasion d'en reparler justement de ce bouleversement. Donc en juin 2017, vous débarquez à l'Assemblée nationale sans aucune expérience politique au préalable. Dans les faits, en venant de la société civile, comment avez-vous appris le fonctionnement du Palais Bourbon et plus globalement de la vie de député ? Beaucoup sur le tas quand même, parce qu'en fait il faut bien avoir conscience qu'on était 300 députés à être élus, la plupart sans expérience politique, sans équipe, sans assistants parlementaires. On a vraiment débarqué et on a dû s'armer, recruter nos collaborateurs, comprendre un peu le fonctionnement de l'Assemblée et puis commencer hyper rapidement à voter des lois. Et moi j'ai eu de la chance, c'est qu'on m'a confié des responsabilités. Vous savez, à l'Assemblée on travaille en commission. Donc moi j'étais en charge de l'animation de la commission développement durable et aménagement du territoire, ce qui m'a permis d'être assez proche du gouvernement, d'être un peu au cœur de la construction des textes et donc de progresser peut-être plus rapidement. Mais honnêtement le début a été... les 2 premiers mois ont été quand même particulièrement exigeants. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes un petit peu perdu ? Je vois à quoi vous faites référence. Non, oui, ma première QAG, j'espère que vous ne la rediffuserez pas, mais si vous le faites, vous êtes pardonné. La QAG, c'est quand on questionne le gouvernement, et moi j'avais posé ma première QAG à Nicolas Hulot. Et c'est vrai qu'il faut se dire que l'hémicycle, au moment des questions au gouvernement, c'est 600 personnes. C'est pas une atmosphère très sympathique. Et donc, quand vous prenez la parole, vous êtes en gros interpellé, parfois insulté, bref, déstabilisé. Et moi, j'ai été assez déstabilisé. Et du coup, j'ai complètement foiré ma première question. Bon, on s'en remet, hein, mais c'est vrai que ce moment, c'est un peu frustrant. Les Français reprochent beaucoup aux élus des professionnels de la politique, c'est-à-dire d'en faire un métier. En 2017, vous en parliez tout à l'heure, Emmanuel Macron a tenté de transformer la vie politique avec dans ses rangs des novices, mais experts d'un sujet précis. C'était votre cas en matière des transports, car dans le sens où vous occupez un domaine qui était votre métier. Dans quelle mesure votre expérience du milieu vous a permis de vous imposer à l'Assemblée nationale en prenant en charge des sujets à la fois complexes et éminemment politiques comme la réforme de la SNCF ? Non, c'est vrai que moi, l'analyse que j'ai faite en arrivant, j'ai vu d'anciens députés, notamment d'anciens députés experts des transports partir. Et je me suis dit que d'abord, c'était effectivement le transport aérien, mon métier auparavant, même si je ne connaissais pas tout, j'avais quand même une petite base. Et comme ces sujets sont hyper techniques, j'ai un peu investi dessus, sur les transports et l'énergie. Et c'est vrai qu'après, au fil du temps, on se fait entre guillemets, une petite réputation à l'Assemblée, on nous confie des textes, ça se passe plus ou moins bien. Moi, j'ai eu la chance de faire la réforme ferroviaire, qui a été un moment assez compliqué parce qu'on a eu des grèves, mais ça m'a permis aussi de connaître beaucoup mieux les syndicats, beaucoup mieux la boîte de l'intérieur. Et tout ça, finalement, ça crée de la compétence, une forme de crédibilité. Et j'imagine que c'est comme ça qu'on m'a aussi, par la suite, demandé d'entrer au gouvernement pour continuer un peu à œuvrer dans cet esprit-là. Justement, 2 ans après avoir été élu député, c'est la consécration. Vous rentrez au gouvernement comme secrétaire d'État. C'est le début des difficultés. Exactement. Quelles sont, Jean-Baptiste Djebari, les coulisses d'une nomination ministérielle ? Ouais, j'imagine qu'il n'y a pas une coulisse, mais qu'il y a plein d'histoires particulières. Mais moi, pour raconter un peu la petite histoire, sans dévoiler les secrets, mais donc à force d'être proche du gouvernement, j'avais rencontré le Premier ministre, on s'entendait plutôt pas mal. Et il se trouve qu'en plus, je l'avais connu dans ma vie d'avant, parce qu'une des lignes régionales que je voulais ouvrir, c'était Le Havre-Lyon. Et donc j'avais vu à l'époque Édouard Philippe député à l'Assemblée
je crois, fin 2016 ou début 2017. Donc l'histoire est un peu marrante de ce point de vue-là. Donc je le connaissais un tout petit peu, c'est ça que je veux dire. Et à un moment, donc François de Rugy est parti, Elisabeth Borne est montée ministre de l'écologie, il fallait un ministre des Transports. Et donc peut-être qu'assez naturellement, mon nom est venu sur le devant ou sur le haut de la pile. Donc j'ai eu rendez-vous avec Édouard Philippe, je ne sais plus quand c'était, un lundi je crois, matin. On a discuté pendant une grosse heure et les choses se sont faites comme ça. Donc c'était assez incroyable, mais moi je me souviens de nommé je crois le mardi, premier conseil des ministres le mercredi matin. Et ça honnêtement c'est assez fort de symbole quand vous entrez dans la salle à l'Élysée, que vous avez 37 femmes et hommes de la France qui sont qui préside entre guillemets au destin du pays, c'est assez fort comme moment, c'est sûr. Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un en particulier en rentrant dans la salle des conseillers? Ouais, bah évidemment, ma famille, pour la raison que j'ai citée, moi j'ai un père qui est parti trop tôt, donc évidemment on pense un peu à tout ça, quoi. C'est un peu votre vie défile un peu devant vos yeux, quoi. C'est un moment fort, c'est sûr. Ouais. Maintenant, je voulais avec vous rentrer un peu plus en détail dans votre quotidien de ministre et donc membre du gouvernement. Après une petite année avec le titre de secrétaire d'État, vous êtes devenu ministre délégué lors du dernier remaniement. Qu'est-ce que cette modification protocolaire a changé dans votre quotidien? C'est plus d'autonomie, c'est-à-dire que secrétaire d'État, vous êtes vraiment sous un ou une ministre de tutelle. Là, vous êtes vraiment en charge du département ministériel. Nous, on est dans un grand pôle de l'écologie, mais c'est vrai que chaque ministre, la ministre du Logement, le ministre des Transports, sont vraiment en charge et pilotent leur secteur. En plus, comme moi, j'ai fait une petite année, du coup, vraiment, ces dossiers qui sont techniques, je les connais bien, puis j'ai du goût pour les choses faites et bien faites. Je crois qu'on partage ça. Donc, moi, la philosophie, vous l'avez dit, je ne viens pas de la politique, je ferai autre chose après. Moi, ce qui me passionne pas mal, c'est de me dire comment chaque jour je peux essayer de changer un peu les choses, de laisser une forme d'héritage, quelque chose de vraiment utile. Et sincèrement, c'est un beau portefeuille pour le faire, parce que c'est la vie quotidienne des Français, c'est très industriel. Et puis les crises font que vous êtes obligé de bouger, parfois de subir des pressions politiques, aujourd'hui la pression environnementale, et ça vous fait bouger beaucoup plus vite, mais du coup ça crée des champs d'opportunités énormes. Donc c'est ça qu'on essaie de piloter un peu tous les jours, et vous dormez globalement jamais, quoi. C'est aussi la contingence de la vie de ministre, quoi. Justement, vous introduisez ma prochaine question, parce que dans l'esprit populaire, on dit une personne qui a l'agenda de ministre qu'elle est très occupée. Vous êtes ministre. Concrètement, quel est le rythme de vos journées? Est-ce que vous avez des horaires? Par exemple, je peux vous dire, on doit être le 15 ou le 16 décembre. Je pense que le dernier jour de vacances que j'ai pris, ça va être début août. Et tous les jours, vous travaillez. Ça vous donne déjà un peu une idée de la chose. Et après, entre les réunions avec vos collaborateurs, les rendez-vous officiels, les déplacements en France et à l'étranger, les questions au gouvernement, vous avez, 15, 16, 17 moments dans la journée où vous êtes occupé. Et puis vous jonglez de sujet en sujet. C'est peut-être ça le plus... c'est pas tant le... Bon, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, c'est une chose, mais en fait, toute la journée, vous vous reconfigurez pour réentrer à nouveau dans un sujet, et vous faites plein de choses différentes tous les jours. Moi, j'ai retenu ça. Un ministre m'avait dit, un ancien ministre m'avait dit deux choses. Il me fait, c'est toujours trop court, donc profites-en. Et de tous les jours, tu apprends à faire des choses différentes. Et ça, c'est assez juste. Et un peu plus concrètement, quelles sont les activités qui reviennent régulièrement dans votre agenda? Nous, on a d'abord le Parlement, c'est une activité régulière. On fait les questions au gouvernement 2 fois par semaine, alors un peu moins maintenant avec le Covid. Moi, j'ai des réunions très régulières avec la SNCF, avec Air France, en gros avec les gros acteurs du secteur. Et là, en ce moment, on fait quand même beaucoup le plan de relance et on fait en sorte de relancer le pays et, s'agissant de mon secteur, quand même d'amortir un peu les effets de la crise. J'aurais du mal à dire qu'il y a vraiment une forme de régularité, parce qu'en vrai, quand je suis arrivé, il y a eu des crises, on a eu les grandes grèves, on a eu la gestion du Covid, et en fait, rapidement, on a fait de la gestion de crise. Donc en vrai, les jours ne se ressemblent pas. Par contre, c'est vrai que les travaux au Parlement, ça c'est vrai, ce sont des choses qui sont quand même hyper régulières. Et est-ce que dans votre quotidien, il y a quelque chose que vous préférez, que vous êtes impatient d'avoir dans votre emploi du temps? Ce que j'aime bien dans mon emploi du temps, c'est quand je prends 40 minutes pour faire du sport en bas avec mes collègues. On essaie toujours de se caler une fois tous les 2 jours, 3 jours, un petit temps de sport. Et ça, c'est vraiment Parce qu'avant, le dimanche, je faisais du squash. Donc ça me permettait vraiment d'évacuer un peu tout ça. Et là, j'avoue que j'aime bien le moment où vous déconnectez, où vous faites un petit peu mal corporellement. Et c'est vrai que ça permet de recharger un peu les batteries, ça j'aime bien. Maintenant, j'avais une question
par rapport aux projets que vous menez, qu'est-ce qui donne l'impulsion justement de ces différents projets politiques et réformes que vous menez? Est-ce que c'est le président de la République, le Premier ministre, les parlementaires ou bien vous? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend du portefeuille et ça dépend un peu de l'historique que vous avez et du moment dans lequel vous vous trouvez. Moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé des projets qui étaient en cours, donc on a essayé de les mener à bien. Et après, assez rapidement, j'ai essayé justement de concevoir mes propres projets. Donc nous, on a conçu un grand projet sur les petites lignes ferroviaires, sur le fret, sur des nouveaux trains. Là, on a vraiment relancé un grand programme sur l'avion de demain, bas carbone. Et en fait, ça, c'est des projets qu'on a lancés en 5-6 mois, qui sont maintenant hyper concrets, qu'on a financés. Et du coup, c'est un peu la marque. Mais un autre exemple, qui ne vient pas de moi, qui vient du président de la République, c'est l'exemple des trains de nuit. Un jour, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, je l'ai rencontré dans son bureau à l'Élysée, et il m'a dit, il faut vraiment que tu fouilles un truc, c'est les trains de nuit. Je les prenais quand j'étais plus jeune, j'en ai gardé un bon souvenir, on n'en a plus. Regarde ce truc-là. Et du coup, j'ai regardé, j'ai trouvé qu'il y avait un moyen de le faire. Et voilà, donc ça fonctionne un peu comme ça, j'imagine, un peu la marque perso, et puis évidemment les commandes, entre guillemets, extérieures. Maintenant, j'aimerais parler un peu plus en détail de l'actualité. En premier lieu, celle qui est liée à la Covid-19, parce que pendant la crise sanitaire, les mobilités jouent un rôle essentiel, notamment dans le transport des patients et maintenant du vaccin. Ouais. Comment s'organise la logistique et quels sont les acteurs qui interviennent dans ces déplacements sensibles à travers l'Europe et même le monde? Je vais vous montrer les panneaux derrière, parce que dans les panneaux, on avait mis en place le pont aérien. Au départ, on avait un avion d'État, et puis nous, on avait demandé à Air France de mettre à disposition des avions. Et donc typiquement, ça je ne sais plus, ça devait être en mars dernier, on a fait en sorte d'avoir 10 vols hebdomadaires, notamment à destination de la Chine, pour rapatrier des masques, des respirateurs. Et on l'a un peu construit ici, évidemment en lien avec les collègues, notamment collègues du Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian. Mais ouais, c'est des gros boulots, parce que d'abord, vous parlez du Covid, mais il faut bien se rendre compte que pour les masques, tout ça est arrivé très vite. Et par exemple, les Chinois, au même moment, ont continué à vendre à tout le monde, et tout le monde se battait pour acheter des stocks de masques sur les tarmacs. Ça se passait vraiment comme ça, c'était un peu cow-boy. Eux ont commencé à reconstituer des stocks, et nous, on faisait en sorte d'avoir notre pont aérien, puis plus tard le pont maritime qui fonctionnait. Et on travaillait beaucoup avec des gros logisticiens, et puis en lien avec nos autres collègues, donc ça a été un moment hyper intense. Et parfois, on avait des contacts avec les Américains pour avoir des liaisons avec les Chinois, acheter leurs masques. Vous voyez, tout ça, c'était assez éreintant, cette période-là aussi. C'était assez passionnant. Qui arrive là d'ici quelques semaines, comment va se passer la logistique? Il me semble qu'il y a un problème avec la température avec laquelle le vaccin doit être conservé. Ouais, c'est le sujet du stockage. Donc en fait, chaque pays a un peu mis en place sa propre stratégie. Mais l'idée, c'est pendant le transport, effectivement, d'être sûr, alors je crois que c'est au moyen de caissons un peu cryogéniques, d'avoir la bonne température, de pouvoir stocker, de pouvoir ensuite acheminer, notamment par camion, vers les pharmacies, ensuite de les livrer plutôt aux médecins en ville, et qu'après la vaccination puisse se faire. Donc ça, maintenant, c'est assez bien calé. Alors c'est vrai que le vaccin BioNTech, là, avec Pfizer et BioNTech, c'est à moins de 250 degrés, je crois. Enfin, c'est vraiment non, c'est à moins 80 degrés. Et c'est l'avion à hydrogène qui est à moins 250 degrés. Mais le vaccin, c'est à moins 80 degrés. Mais les vaccins suivants sont un peu moins exigeants. Mais là, on a mis en place le système. Il faut maintenant que ça marche, quoi. La crise sanitaire que nous vivons impose aussi au gouvernement de prendre des mesures restrictives pour limiter la propagation du virus. Donc on les connaît tous, télétravail, limitation du nombre de personnes dans les lieux colos, fermeture des lieux culturels. Et dans le même temps, au niveau des transports, on constate au quotidien que les avions et les trains sont complets, les métros et bus sont bondés. Que pouvez-vous dire aux Français qui ont un peu de mal à comprendre cette situation un peu paradoxale? Deux choses. D'abord, les trains et les métros ne sont pas bondés, mais quand on regarde les trains, par exemple, il y a 2% des trains qui sont complets. Mais c'est vrai que c'est souvent les images qui reviennent. Et la critique, ça a été celle-là, finalement, pourquoi vous faites ça pour les trains, pas pour les théâtres? Nous, en fait, on n'a jamais arrêté les transports. D'abord parce que les gens en ont besoin pour aller travailler. On n'a jamais arrêté la chaîne logistique, parce que simplement pour se nourrir et avoir des magasins remplis, il faut des transports, il faut des routiers, il faut des centres logistiques, il faut qu'on ait des transports. C'est vraiment un service essentiel au sens premier du terme pour l'activité de la nation. Par contre, on a mis en place dès le déconfinement un protocole sanitaire assez strict, même très strict, qu'on a fait évoluer à chaque fois qu'on avait des nouvelles informations. Moi, je suis allé voir ce qu'ils faisaient en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne plusieurs fois, aux Pays-Bas. Et à chaque fois, j'ai essayé d'abord de m'inspirer, de comprendre là où ils réussissaient plutôt bien, là où c'était plus compliqué. Et on a mis en place ce qu'on a estimé être le plus performant, et on continue à le faire évoluer. Aujourd'hui avec des tests antigéniques, demain avec d'autres choses. C'est vrai que ça crée parfois des incompréhensions. Moi, j'essaie toujours de l'expliquer et surtout de dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Mais ce n'est pas forcément toujours très simple et bien perçu. Vous venez d'annoncer des subventions pour des projets de transport collectif en province.
En effet, dans de nombreuses zones du pays, le manque de transport en commun est un frein sérieux à l'émancipation personnelle et professionnelle des jeunes. Comptez-vous diriger une partie de cette subvention vers une France rurale et une jeunesse périphérique qui sont exclues des métropoles et des centres de décision? Mais c'est hyper important ce que vous dites parce qu'en fait c'est un peu au cœur du sujet. Et parfois, moi quand je vais en ruralité, comme on dit à Limoges, on a plutôt ce discours-là. Et quand vous êtes dans des enceintes plus écolos, on vous dit plutôt le bon transport c'est celui qui n'existe pas. Et bon, moi je pense qu'il y a plusieurs France et qu'il faut faire en sorte, en tout cas, dit différemment, quand on observe les freins, notamment à l'emploi, on voit qu'un Français sur 4 refuse une offre d'emploi par défaut de moyen de transport. Et alors c'est encore plus vrai dans les territoires ruraux dans lesquels vous dépendez de la voiture, pour le dire simplement. Donc nous on essaie vraiment d'avoir cette approche un peu hétérogène, c'est-à-dire de dire là où on a des grosses métropoles, on met le maximum de transports en commun. On le fait évidemment dans les zones plus diffuses, mais on essaie de faire en sorte de faire progresser l'ensemble du monde des transports. Et c'est vrai que par exemple la voiture est une réalité, est aujourd'hui la réalité principale en ruralité. Donc on essaie d'accompagner tout ça, d'oublier personne et de ne pas se perdre un peu dans des discours parfois un peu urbains. Pour terminer, lundi vous étiez aux côtés du président de la République lors de sa rencontre avec les membres j'étais loin. À distance. Vous savez à quel point le sujet de l'environnement est important pour la jeunesse. Comment avec le gouvernement préparez-vous et comment imaginez-vous l'avenir des transports en France? Alors, en fait, d'abord, moi, je suis né en 82 et je pense que j'ai été vraiment la génération mal éduquée à ça. C'est-à-dire que, d'abord, j'étais urbain, donc on s'est un peu déconnecté de la nature, des cycles naturels, on achetait un peu des fruits à n'importe quelle saison. En gros, à l'époque, il fallait avoir, ça vous parle peut-être pas, mais 4 Quicksilver, des Lockheed Martin, des machins. Enfin, c'était vraiment la consommation comme... plus on en avait, mieux c'était. Ça, je pense vraiment que culturellement, le switch s'est fait et clairement, la jeune génération ne fonctionne pas, ne raisonne pas comme ça. Et on a des sujets qui sont aujourd'hui très largement documentés sur les risques de dérèglement climatique et on en voit déjà les effets. Donc on va dire, culturellement, je pense que c'est gagné. Plus personne aujourd'hui, plus beaucoup de personnes se disent climato-sceptiques, par exemple. La réalité, ou en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est dans les choses possibles ici. Parce que nous, on est les gros émetteurs dans les transports de gaz à effet de serre. Et on a regardé que là où on est le plus efficace possible, c'est sur la route. C'est quasiment 95% quand vous regardez les bus, les cars, les camions, les voitures. C'est là qu'on essaie vraiment de faire la transformation. On a fait beaucoup pour l'électrique, ça commence vraiment à prendre. Mais c'est vrai que pendant des années et des années, on nous a dit ça ne marchera jamais votre truc parce que personne n'y croyait. Et donc parfois, il faut être un peu têtu. Là, en ce moment, sur l'hydrogène, moi, je suis un peu têtu. Tout le monde me dit ton avion vert à hydrogène, ça ne fonctionnera jamais. On disait la même chose sur l'électrique il y a quelques années. Donc voilà, il faut faire des choix, les accompagner fortement. Et surtout, je pense qu'il ne faut jamais se dire que tout ça est... de répondre pour faire semblant. Il faut répondre en vérité, dire ce qui est possible, assumer des débats. Moi, j'ai aucun problème à débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et souvent d'ailleurs, y compris avec la Convention, moi j'ai eu beaucoup de débats hyper intéressants avec les membres de la Convention, où à la fin de la fin, vous avez fait progresser le débat. C'est-à-dire que vous apprenez des choses, je pense qu'eux aussi, et vous arrivez à tracer, peut-être pas un accord, mais une forme de consensus. Et ça, c'est important. Et le consensus en politique, c'est vraiment un peu la substance qu'on doit essayer de construire. Bon, nous avons fini maintenant avec cette interview. Il est temps de passer à la visite du ministère, si vous Parfait. souhaitez. Je vous suis. Allez, je vous montre tout. Alors, on part par là. Alors, là, on a le chef de cabinet adjoint qui a 2 qualités. D'abord, il est marin de formation et ensuite, il cuisine des desserts. C'est un truc de fou. Voilà, et j'espère être compétent dans mon travail aussi. C'est vraiment très accessoire. Mais sur les desserts, il est vraiment très très bon. Donc là, on a son collègue, le chef de cabinet. Il est régulièrement de mauvaise humeur, mais ça le rend de mauvaise humeur quand ils disent qu'il est de mauvaise humeur. Vincent, chef de cabinet, et Charlotte, qui est notre conseillère diplomatique. Et donc le chef de cabinet, ça fait quoi Vincent? Ça organise globalement la vie du ministère, si on fait court. Ouais, voilà. Donc ça s'occupe... Ça s'occupe de l'agenda, des déplacements, des réunions, de toute l'intendance. Avec le sourire. Toujours. Bon là c'est vraiment le centre névralgique. Donc c'est toutes les secrétaires à la fois de moi, du ministre, du chef de cabinet, et puis un peu de... Finalement, Étienne, c'est vous aussi? Ah ouais, il a vraiment de la chance. Maintenant on va vous montrer le centre névralgique de la seule... Non, je n'avais pas de la seule personne. C'est le directeur. Je montre votre antre. Alors, Stéphane est le directeur du cabinet du ministère. Paul est un des conseillers, il s'occupe de l'innovation. Et alors, le directeur du cabinet, c'est la personne qui connaît tout.
C'est-à-dire que par construction, le ministre ne connaît pas grand-chose, mais parle beaucoup. Mais celui qui connaît tout, c'est le directeur de cabinet. Et non, mais c'est vrai, parce que vous centralisez quand même tous les... Voilà, le carrefour. le carrefour. Ouais. Et les directeurs de cabinet, c'est vraiment ceux qui dirigent l'équipe des conseillers, parlent en interministériel, donc typiquement, il faut les négociations, quand vous voulez un peu d'argent avec Bercy, on envoie Stéphane. Et après, les ministres, évidemment, se parlent, mais ça marche un peu comme ça. C'est à peu près ça? C'est à peu près ça. C'est ça. On est là, quelque part, dans la musique gouvernementale. On est l'une des notes. On essaie, pour le ministre et pour le gouvernement, que tout sonne juste, quelque part. Et je pense qu'il dort encore moins que... je pense que c'est celui qui dort le moins du bâtiment, ça c'est Pas le sûr. droit de dormir. Ouais, on a Cédric. Donc Cédric qui s'occupe de tous les sujets automobiles notamment. Bonjour. Bon, il fait aussi du triathlon et ça c'est un petit peu énervant parce qu'il est un peu en forme quand même. Mais automobile et aussi pas mal de sujets d'innovation sur, on va dire, les transports terrestres. Parce qu'en fait, on a vraiment transport terrestre, transport aérien. Et donc, il y a pas mal de boulot avec le plan de relance notamment. Ah, Aymeric Morin, qui est le conseiller social du ministère. Donc, c'est l'homme qui est responsable pour toutes les grèves. Maintenant, quand vous verrez une grève, j'espère que vous ne verrez pas de grève, mais admettons qu'un jour il y ait à nouveau une grève sur la SNCF, la RATP, c'est ce monsieur qui est chargé de discuter, de trouver des solutions, de rencontrer les syndicats au sens large. Et non, blague à part, on fait vraiment un bon boulot et il est lui aussi très très occupé dans son emploi du temps. Parce qu'il y a non seulement les syndicats des différents opérateurs, mais les syndicats du ministère. Et puis on a vraiment plein de corps de métier. Là récemment on a eu un gros travail à faire avec les routiers pour ouvrir les restaurants. C'était Aymeric, on a eu des gros sujets évidemment sur le ferroviaire il y a quelques temps, sur Air France, sur les faillites de compagnies aériennes. Donc voilà, Aymeric est toujours très occupé. Mais merci pour ce que vous faites, Aymeric. Alors ça, j'ai jamais compris comment ça marche, mais je crois qu'a priori, ça permet de faire monter les trucs. C'est un système... j'ai jamais compris comment ça marche. On arrive au dernier étage. Donc là, ça permet de voir ceux qui télétravaillent. Et là, vous avez Claire. Alors Claire, elle est conseillère parlementaire. C'est-à-dire qu'elle écrit 850 courriers par jour aux différents élus et elle s'occupe vraiment des relations avec le Parlement, avec le Sénat, avec l'Assemblée nationale. Elle a travaillé aussi chez En Marche, juste avant. Et on s'est un peu connus à l'époque de la campagne. Donc, un truc que je n'ai pas dit, c'est que dans ce cabinet, il y avait pas mal de gens qui se sont rencontrés en 2017 et qui ont travaillé notamment auprès du président et au sein du mouvement. Donc on a un cabinet un peu macronien, pour le dire comme ça. Et voilà, vous avez un peu la vue du ministère et on est 13 ici. 13, il y a 13 conseillers, un directeur de cabinet, et puis évidemment les secrétaires et moi. Et l'administration, elle est à la Défense. Donc c'est vrai que c'est un peu loin. Et à la Défense pour part et à Issy-les-Moulineaux. Donc, Parce qu'il manque de place. Ah ouais, parce qu'ils sont, par exemple, ici les Moulineaux, je crois qu'il y a 1500 personnes. Donc c'est plus après on décentralisé. Et je crois que ça va être à peu près pareil à la Défense. Donc ici les Moulineaux, c'est la DGAC, c'est l'aviation. Et la Défense, c'est plutôt les transports terrestres, donc le ferroviaire, la route. Mais oui, ça fait quand même beaucoup de monde, donc on ne pourrait pas accommoder autant de monde ici. Là, c'est vraiment le cabinet politique. Après, il y a plein de petits trucs là. J'essaie d'avoir un peu de tout. On a des camions là-bas, des trains, on a des satellites, on a des bateaux. Et il y a pas mal de trucs qui sont à force qu'on a ramenés d'un peu de pas mal de pays. Toujours aussi rempli, les bureaux des ministres. D'abord, c'est toujours aussi rempli et on vide tous les soirs. Ah ouais, je pense que là, c'est juste quelques jours. Non, c'est... Ça, ce qui est sûr, c'est que l'agenda de ministre, c'est pas un mythe. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait comme on les raconte, mais le fait de beaucoup travailler, je pense que c'est une réalité. Qu'est-ce qui est pas vraiment Non, je pense que les gens s'imaginent... peut-être qu'à l'époque, on s'imaginait des vies très, comment dirais-je, people, VIP. Ça existe moins maintenant. Je pense qu'à une époque, ça a été vrai. Parce que les gens avaient plein de mandats, restaient longtemps, étaient très installés, quoi. Il y avait vraiment entre guillemets, une élite politique. Aujourd'hui, vous l'avez dit, les élections ont fait qu'il y a une nouvelle génération qui s'est créée, entre guillemets, qui a été générée, et qui est peut-être beaucoup plus à la tâche, beaucoup moins à la recherche de mandats, beaucoup plus à la recherche d'efficacité, et puis qui aura envie de faire autre chose après. Et de fait, il y a moins d'excès aussi. Avant, il y avait des excès sur les frais de mandat. Aujourd'hui, tout ça est très largement contrôlé, régulé, et c'est bien, mais c'est peut-être moins
dans l'imaginaire des gens qui s'imaginent toujours que le ministre se trimballe en carrosse dans Paris avec 5 chevaux. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ben, merci à vous. Très Ouais. intéressant. Ouais, j'espère. Puis vous avez vu ce mail des années 1922. Si un jour vous comprenez comment ça marche, vous me direz.